Que nous réserve l'année 2020 sur le plan politique? Dans les régions, les gouvernements sont à pied d'œuvre. À Bruxelles, par exemple, on étend la zone 30, la réforme des allocations familiales se met en place et la gratuité de la STIB est en débat. Au fédéral, tout le monde regarde vers le roi et les informateurs. Les gagnants des élections, eux, se regardent, mais en chien de faïence. Alors quand et comment relancer la machine gouvernementale? Combien de temps la situation actuelle est-elle tenable? C'est parti pour Versus, votre émission de débat sur BX1. Et avec nous pour ce versus spécial de 38 minutes, 6 représentants de partis politiques. C'est la donne à présent. Il y a 6 groupes au Parlement bruxellois et ils seront donc présents à chaque fois que nous débattrons. Je vais commencer par vous demander aux uns et aux autres, aux unes et aux autres d'ailleurs, de qualifier en un mot cette rentrée politique. Allez, Jean Valdenbuhr, vous avez gagné le tirage au sort pour l'ordre de prise de parole. Comment qualifier ce début d'année en un mot? Sportive. Je pense qu'à la fois au niveau politique, effectivement, les choses vont... On espère, en tout cas, c'est notre souhait en tant qu'écologiste, que les choses... qu'on passe vraiment à la vitesse supérieure. Et donc je pense qu'il va y avoir des discussions. Et nous sommes demandés d'avoir des discussions, qu'on puisse avancer au niveau fédéral pour former un gouvernement. Je pense qu'il est temps. Ça fait plus de 7 mois que les Belges ont voté. Et puis c'est un clin d'œil aussi au fait que c'est une année où on va avoir les Jeux Olympiques, avoir l'Euro. Et donc voilà, ce sera une année sportive à plusieurs égards. Alexia Bertrand, pour le MR, une année en un mot? Alors moi je dirais opportunité. J'ai vu du renouvellement dans les partis, tant chez nous que dans les autres partis, et je sens ça très fort au Parlement bruxellois. C'est peut-être l'opportunité de faire une politique un peu moins confrontationnelle, de créer des ponts. Et puis je vois ça aussi chez les informateurs, du renouvellement, et je pense que là il y a une opportunité à saisir. Loin de voir de l'inexpérience, je vois plutôt de la prise de responsabilité. Pour défi, Christophe Magdalens, un mot pour ce début d'année, pas comme les autres finalement sur le plan politique. Pas comme les autres, ça c'est sûr. Moi je parierais sur une certaine incertitude. Incertitude à former un gouvernement, une incertitude climatique, une incertitude aussi au niveau géopolitique et international. Mais bon, incertitude ne veut pas dire non plus absence d'opportunités et de chances à saisir. On est à David Pestiot pour le PTB. Bienvenue. Moi je dirais plutôt colère, parce que je sens chez tous les gens que je rencontre une colère par rapport au fait qu'après 7 mois le message n'a pas été entendu par beaucoup des partis qui ont perdu les élections, et que certains ont même fait un hold-up sur les élections en détournant le résultat en faisant de la surenchère nationaliste. Et beaucoup de colère aussi par rapport à une situation où l'urgence sociale n'est pas comprise visiblement, puisque on a encouru les derniers chiffres où d'un côté on voit 29 milliardaires contre une augmentation de la pauvreté très forte. On va rentrer dans ces détails. À côté de vous, Ahmed Laoueche qui est resté calme. Mais il voulait intervenir le début de l'année en un mot. Une année cruciale, parce qu'il y a un enjeu fondamental pour compléter ce que mes collègues ont pu dire, une année cruciale pour les valeurs démocratiques. J'ai pu observer ces dernières années au Parlement fédéral un recul sur le terrain des valeurs démocratiques du fait d'un certain nombre de politiques menées par le gouvernement sortant, mais sous la pression de la N21, elle-même sous la pression du Vlaams-Belang. Donc le danger, il est là, et moi j'en appelle vraiment à un grand rassemblement des démocrates pour restaurer la démocratie. Céline Frémaux? J'ai envie d'un mot positif et d'un mot en mouvement en ce début d'année 2020. Et donc, j'ai envie de vous dire engagement. Engagement parce que c'est une réponse à apporter par rapport aux inquiétudes qui ont pu être formulées ici autour de la table, sur le plan international, on n'en a pas encore parlé, sur le plan national. Et engagement aussi parce que dans quelques jours, mon parti lancera son processus de refondation et que donc j'appelle les uns et les autres à nous rejoindre. Et la population, comment voit-elle le début de cette année en pleine crise? On est allé poser la question pour changer à un Flamand de Bruxelles. Il s'appelle Steven Van Jaars, il est journaliste chez nos collègues de Breuse, média bruxellois néerlandophone, et vous allez le voir, ce qui se murmure au nord du pays n'est pas forcément très différent de ce qui se dit tout haut chez nous. On pourrait un peu comparer ça avec le Brexit, Donc il y a quand même une certaine lassitude au sein de la population flamande
Parfois, il y en a qui disent oui, c'est urgent, il faut un nouveau gouvernement. Par exemple, vos cas hier encore, mais finalement, on a un peu l'impression que personne n'y s'intéresse plus. Et ça, c'est quand même aussi dommage pour la démocratie. On n'a pas l'impression que la population veut que ça change, qu'il y aura des manifs pour exiger un nouveau gouvernement. Mais il y a cette lassitude et on n'a pas l'impression que les gens ils s'en foutent en quelque sorte. Oui. Alors il le dit, hein, les gens s'en foutent. Qui veut réagir à ça? À des Bruxellois qui nous regarderaient et qui se foutent d'un pays qui est en crise. Qui a un élément à dire pour peut-être les conscientiser? Céline Frémaux, vous demandez la parole? Mais je pense quand même qu'on ne peut pas se foutre de la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. On est quand même dans un gouvernement en affaires courantes depuis 1 an. Il y a une crise politique qui s'enlise, elle est grave. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une dette qui continue à se creuser avec un État qui est géré minimalement. Et il est temps d'avoir un gouvernement de plein exercice et d'avoir un Parlement qui est derrière ce gouvernement aussi, qui soutient un projet de majorité. Donc moi, à titre personnel, je ne m'en fous certainement pas. Et je ne pense pas que les citoyens s'en foutent. Peut-être qu'il y a une certaine lassitude ou penser aussi que tout ira mieux parce qu'on a déjà connu ça et que ça va passer. Je crois qu'il faut prendre aussi pleinement conscience de ce qui est en train de se tramer. Alexia Bertrand a demandé la parole et puis Gilles Van Den Burg. Oui, je rejoins ce que dit Céline Frémaux. Je pense que le citoyen ne s'en fiche pas parce que quand on parle des thèmes... C'est le sentiment. On a connu une période où il y avait des manifestations, il y avait des drapeaux aux fenêtres. Peut-être que ça se traduit comme ça, mais quand on parle aux citoyens des thèmes concrets, que ce soit le défi environnemental, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit le socio-économique, à ce moment-là, ça devient très concret et ils ne s'en fichent certainement pas. Alors peut-être à nous d'expliquer l'enjeu et qu'on a besoin effectivement d'un gouvernement de plein exercice pour pouvoir mener ces réformes et pour pouvoir vraiment aborder ces défis de manière engagée avec des partis qui ont une vision. Mais quand on comprend ça, je crois que le citoyen ne s'en fiche pas parce qu'il a envie que ces sujets-là avancent. Gilles Van Den Burg. Oui, j'abonde dans ce qui a été dit et surtout je pense que le statu quo qu'on vit aujourd'hui depuis 1 an maintenant sans gouvernement, ça attise aussi beaucoup l'antipolitisme et la distance entre le citoyen et le politique. Et je pense que vraiment le remède à cela, c'est évidemment porter des projets. Et je rejoins ce qui a été dit, je pense que les gens sont parfois lassés de voir des partis se réunir de manière indéfinie sans aboutir, sans avoir de projets concrets derrière. Donc c'est pour ça que nous nous appelons vraiment à ce qu'on passe à vitesse supérieure, mais pour des projets climatiques, pour des projets pour répondre à l'urgence sociale. Et ça, c'est fondamental. Et ça, je pense que ça intéresse très fort nos concitoyens. David Pestiot, vous disiez, il y a des gens qui sont en colère. Ils sont en colère de quoi? De quelque chose que votre public dénonce, c'est-à-dire une injustice sociale, des différences sociales, ou bien vraiment d'une absence de gouvernement fédéral, à laquelle, je répète, on est parfois habitué dans ce pays. Oui, moi je pense qu'il y a de toute façon... il y a une déconnexion entre la population et une grande partie du monde politique. Et je crois que les gens en ont effectivement marre de cette situation. Et je pense aussi qu'on est au début du moment où les gens vont commencer à se bouger. Je vois la FGTB va faire une grande manifestation pour l'unité de la sécurité sociale et la pension à 1 500 € fin du mois. Je vois que notre pétition pour la pension à 1 500 a un grand succès. Donc les gens, quand on leur parle de quelque chose qui les intéresse, ils bougent. On le voit aussi dans le mouvement social. On l'a vu avec les blouses blanches, qui a amené quelque chose qui a bougé, qui a permis de changer des choses. Et on le voit aussi, par exemple, aujourd'hui avec la grève des aides ménagères. Christophe Magdalens, mais est-ce que les politiques sont déconnectés de ce que vivent les autres citoyens au quotidien? Non, moi je ne procède pas de cette espèce de poujadisme. Je ne dis pas que M. Pestiot fait du poujadisme, de ces poujadismes qui voudraient comme ça considérer que les politiques ne se soucient pas du problème des gens. Je crois que la vocation des politiques, quelles que soient d'ailleurs nos tendances philosophiques, c'est précisément de s'occuper des problèmes des gens. Alors on le fait différemment, chacun évidemment avec ses valeurs, sa hiérarchie des valeurs. Mais en même temps, en effet, les fins de mois difficiles, c'est une réalité. En effet, les inquiétudes sur l'éducation de ses enfants, la scolarité de ses enfants, la réussite scolaire, c'est une inquiétude réelle. Aujourd'hui, clairement, il y a toute une série de gens qui se demandent de quoi leur avenir sera fait. Et c'est à ça qu'on doit évidemment répondre. De la même manière, les urgences climatiques, c'est aussi un sujet fondamental. Donc je crois que notre rôle à nous est de pouvoir expliquer, faire de la pédagogie, de dire par exemple pourquoi pour le moment on a du mal à faire un gouvernement fédéral. Parce que nous n'acceptons pas n'importe quoi. Je parle pour mon parti. Il ne s'agit pas de faire un gouvernement pour un gouvernement, mais pour rester fidèle aux engagements qu'on a pris vis-à-vis de nos concitoyens. Ça n'est pas facile, parce que les rapports de force sont particulièrement difficiles et qu'il y a une poussée nationaliste et d'extrême droite particulièrement puissante et particulièrement virulente, qui exerce
une prise d'otage, une vraie prise d'otage sur les autres partis traditionnels au nord du pays. Christophe Magdalaes, cette poussée nationaliste, elle est en lien avec ce qu'on ressent sur le terrain? À un moment, il y a quelque chose qui coince au niveau de la population? Sur le terrain sur lequel moi j'ai l'habitude d'aller, non, parce qu'on ne connaît pas cette poussée nationaliste du côté francophone. La lassitude, par contre, on la sent bien. Je crois que le politique doit prendre conscience des difficultés auxquelles nous sommes confrontés lorsqu'on est en intermédiation et en discussion avec les gens. Il y a une véritable lassitude, et il y a une attente sur une prise de responsabilité et sur le fait d'aboutir. C'est une obligation de résultat qu'on nous oppose quand on rencontre les gens. Et aujourd'hui, le résultat n'est pas là. Le résultat n'est pas là, et donc la conséquence, c'est la lassitude et le sentiment que le politique n'est plus en mesure de trouver les solutions dont on a pu parler ici autour de la table. Alors moi, je vais revenir vers nos deux députés fédéraux. Imaginons que survienne aujourd'hui une crise qui concerne le fédéral, une crise en matière de sécurité, une crise internationale, une crise en matière de finances, de banques qui serait au bord de la faillite. Est-ce qu'on pourrait la gérer aujourd'hui avec un gouvernement en affaires courantes, ou est-ce qu'au contraire, on ne pourrait pas et ça pourrait être une espèce de déclencheur? Qui a un élément là-dessus? Si ça se produisait, parce que par essence, les crises, on ne peut pas les voir venir. Les exemples que vous évoquez sont typiquement des affaires urgentes. Et donc, le gouvernement en place aurait à prendre ses responsabilités, et le Parlement aussi. Dans le cadre d'un budget. Le Parlement n'est pas en affaires courantes. Et on a pu montrer, par exemple, avec le fonds blouse blanche, que quand à un moment donné, il y avait des urgences auxquelles il fallait répondre, que le Parlement était en mesure de se mobiliser. De la même manière, si demain, on était face à une crise financière, ce qui n'est pas exclu d'ailleurs, parce que quand je vois en effet les troubles au Moyen-Orient, avec des menaces de l'Iran de bombarder Dubaï, qui est, je dirais, au cœur des marchés financiers, rajouter à ça potentiellement une crise pétrolière, on pourrait être dans un scénario catastrophe comme celui que vous évoquez. On n'y est pas, évidemment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement en affaires courantes et le Parlement, qui n'est pas en affaires courantes, auraient à prendre leurs responsabilités. C'est pour ça qu'on se présente aux électeurs. Alors qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation, à part une espèce de miracle qui ferait que tout à coup, les informateurs parviennent à fournir une note qui permet de nommer un formateur? Qui a une idée de quelque chose mettable en place rapidement? Gilles Van Den Burg, et puis les autres, vous aurez la parole, il faut la demander. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, le Parlement est non seulement de plein exercice, donc on discute toutes les semaines en commission parlementaire d'enjeux importants, et donc avec nos valeurs, avec nos hiérarchies de valeurs, et je pense que c'est ça qu'il faut pouvoir apporter sur une table de négociation. Et donc je crois qu'à un moment donné, aujourd'hui, tous les partis politiques qui sont en tout cas intéressés à encore avoir un projet positif pour la Belgique, parce que ça pour nous c'est important, on ira dans une discussion écolo et Groen que pour un projet positif pour notre pays, mais il faut à un moment donné y aller. Et se mettre autour de la table et surtout aller au fond des choses. On l'a fait en partie. Au moment de l'information de Paul Magnette, il y a vraiment eu un travail très profond qui a été fait. Après, c'était un travail d'information, donc il n'a pas pu aboutir. Mais au moment où on a senti qu'à un moment donné, il y avait des choses qui étaient portées. J'espère que les jours qui vont venir, on pourra avoir la même chose, mais on peut plus se permettre, en tout cas, le menu, il est connu. Les enjeux, les priorités, je pense même qu'il y a un large consensus sur les priorités, pas sur les solutions et les visions de société, bien entendu. Mais sur les priorités, le menu, sincèrement, je pense qu'il est connu. Donc maintenant, il faut vraiment y aller. Je pense que c'est notre devoir de responsable politique. C'est pour ça que les citoyens nous élisent. Donc ça, c'est en tout cas, je pense, la réponse qu'il faut pouvoir apporter. C'est s'asseoir et discuter et creuser les projets. Céline Frémaux et puis Alexia Bertrand. Et puis j'ai vu que d'autres demandes de parole soient intervenues. Mais il ne faut pas s'interroger sur un élément extérieur qui pousserait à un certain moment à accélérer les négociations. Je pense qu'il y a une question de posture de responsabilité. L'ensemble des partis autour de la table, ici, ont peut-être été amenés à exprimer leur point de vue dans le cadre d'invitation des informateurs. Je pense qu'on est aujourd'hui, dans les jours qui viendront, dans un moment en vérité. Le CDH a fait toute une série de choix, notamment sur le plan régional et communautaire, et a souhaité rester acteur de solutions. Et il y a des choses probablement très positives dans la note de M. Manet, comme il y a des choses très positives aussi. Plus vite? Je pense qu'aujourd'hui, on a des informateurs qui vont rendre un rapport, on a un chef de l'État qui prendra une décision en conséquence. Je pense que tout le monde appelle de ses voeux que les choses avancent. Et j'espère que les choses pourront avancer, et j'espère qu'il n'y aura pas des éléments perturbateurs ou des doubles jeux. Quand j'entends les déclarations de Bardo-Wever sur Vivaldi en disant que l'été va être extrêmement bref et qu'il n'y aura absolument pas de printemps, je pense que ce n'est pas de nature à apaiser à un certain moment les choses, à faire en sorte qu'un gouvernement se mette en place rapidement. Donc il y a une nécessité d'avoir de la maturité et de la sagesse par rapport à la situation donnée, puisque l'ensemble des partis ont souligné aussi qu'il y avait une dette qui se creusait, qu'il y avait un besoin de gérer cet État. On a parlé des questions climatiques, il y a d'autres enjeux sur le plan de la justice,
justice, sur le plan de la santé. Et les citoyens attendent maintenant que les choses puissent se dérouler normalement, comme on l'attend après une élection, et pas un an et demi. Céline Frémaux citait la dette. Alexia Bertrand, est-ce que ça pourrait être à un moment donné un facteur qui fasse que les partis soient forcés de trouver un accord parce qu'à un moment donné, le budget, la commission, les échéances sont là. Est-ce que ça, à un moment donné, le MR qui est toujours au gouvernement fédéral pour ce qu'il en reste, devrait à un moment donné trouver des solutions? Mais bien sûr, c'est fondamental. Là, on sait que les déficits se creusent depuis qu'on est en affaires courantes et nous savons, nous les libéraux, que les déficits d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Et donc, il est évidemment pour cette raison extrêmement important de tacler ce sujet et d'avoir des politiques claires et une gestion claire du budget. Mais je crois qu'on est en train d'avancer. On en est à la 4e mission d'information. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une note qui a été rédigée sur la base de rencontres avec des acteurs de la société civile et aussi avec des organes indépendants. Cette note a été distribuée à l'ensemble des partis jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'arriver en fin de semaine à sortir d'une mission d'information pour aller vers une préformation ou une formation. La question aujourd'hui, c'est qui est à bord et qui veut participer à un projet. Et ensuite, on abordera le fond des dossiers. Vous allez avoir la parole, David Pestiot. Mais Christophe Magdalens, est-ce que votre parti peut soutenir une note qu'on a jugée une fois trop à gauche, une autre fois trop à droite? En tout cas, si j'en crois ce que j'ai lu dans la presse flamande ou dans la presse francophone, les flamands trouvent les notes trop à gauche, les francophones trouvent qu'elles sont trop à droite. Alors quoi? En tout cas, nous, on a été constructifs depuis le début. Oui. Quand on est invité, on vient, on amène des propositions et on travaille aux notes en question. Donc oui, nous sommes déterminés à soutenir de l'intérieur ou de l'extérieur même. Par exemple, un arc-en-ciel, on l'a déjà dit. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des partis qui sortent de l'ombre de la NVA. Et c'est le CDNV et le VLD certainement, mais c'est aussi le MR. La NVA n'a pas la main. C'est le premier parti en Belgique, mais ce parti n'est pas en mesure de rassembler autour de lui. Et donc, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres possibilités qu'il faut creuser. C'est maintenant. Aller aux élections, c'est la catastrophe. La donne ne changera pas si on demande aux Belges, dans la lassitude que l'on connaît aujourd'hui, d'aller revoter. Alors, je voudrais juste entendre David Pestiot sur ce qui vous a fait hurler apparemment chez Alexia Bertrand, c'est les dettes sur les emplois. Non, je pense qu'on est dans un pays où la dernière fois, on a dû attendre 541 jours pour avoir un gouvernement et qu'effectivement, c'est sous la pression des marchés financiers que finalement, il y a eu un gouvernement à l'époque. Et je trouve ça assez étrange qu'on devrait former alors un gouvernement avec cette pression de la dette, alors que moi, ce que j'entends, c'est plutôt, et j'espère que ce sera cette fois-ci le cas, qu'il y aura une pression d'en bas, une pression populaire, pour avoir ce nous on appelle la coalition de la rue, qui permette que les vrais enjeux, qui sont importants pour les gens, que j'entends tous les jours quand je rencontre les gens, c'est les pensions. C'est un vrai enjeu, mais pas avec les recettes qu'on connaît depuis tellement d'années et qui ont creusé cette dette, ou qui ont donné, alors qu'on avait des moyens, qui ont donné l'argent aux plus riches, comme on l'a vu récemment avec le rapport de la Banque nationale, qui a démontré que la politique du dernier gouvernement a servi à augmenter les dividendes des plus grandes entreprises et pas les programmes sociaux. Et je pense que ça, c'est le vrai défi. Le vrai défi qu'on a maintenant, le vrai défi, c'est qu'il y ait une pression d'en bas sur ce qui se passe, parce que pour l'instant, c'est un top 10 de négociateurs où on ne sait même pas, nous au PTB, on n'a pas le contenu de cette note, et encore moins les citoyens, et c'est quand même un problème que le vrai débat, les débats qui sont menés ne sont pas menés. Je voudrais qu'Alexia Bertrand puisse vous répondre, parce qu'il y a un match. Oui, là. effectivement, mais sans cadre budgétaire, il n'y a pas de politique nouvelle, et ça, je crois que les citoyens doivent le comprendre, c'est extrêmement simple, donc on peut discuter de sécurité sociale, de sujets comme les pensions qui sont fondamentaux et dont on va devoir parler, mais sans cadre budgétaire, il n'est pas possible d'avoir de politique nouvelle. Et donc, il faut évidemment une trajectoire budgétaire et maîtriser les recettes et les dépenses pour pouvoir avoir... Comme vous avez fait avec le tax shift, c'est ce qui a augmenté le pouvoir d'achat des citoyens. Les dividendes des grandes entreprises, c'est ce que la Banque nationale a dit. Top reformer, et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de bénéficier de la clause de flexibilité pour réformes structurelles. Tout le monde reconnaît, et même le Bruxellois, dans l'exposé et la note d'orientation du gouvernement, qu'il y a eu une augmentation du pouvoir d'achat grâce au tax shift. Allez dire ça aux gens, c'est pas ce qu'ils ressentent. D'augmenter les plus basses pensions. Alors, il y a une question qui a été évoquée très brièvement, je pense par Christophe Magdalens, c'est l'idée de nouvelles élections. Très simplement, en un mot. Qui pense que ça pourrait être une piste de solution de revoter à un moment, dans quelques mois, dans quelques années, avant la fin de la législature? Est-ce que quelqu'un le pense? Voilà, Céline Frémaux dit non, Alexia Bertrand, dubitative, Christophe Magdalens non plus, au PTB?
Pas pour Non, des nouvelles élections. je pense surtout que les partis doivent entendre le signal des électeurs. Ahmed Laouaj a dit non. Donc côté francophone, pareil à Écolo, personne ne veut revoter. Mais si certains veulent y aller, qu'ils le disent. On perdra peut-être moins de temps aussi. NVA et le Vlaams Belang veulent y aller. Ils savent très bien quelle va être la conséquence de ces élections. Probablement des indépendantistes qui seront majoritaires au Nord. Et donc évidemment, ils sont friands de ça. Et là, vous avez mis sur la table, Christophe Magdalens, un autre sujet, c'est la question d'une éventuelle réforme de l'État. Un staatshervorming, dit-on en néerlandais. Jingle. 2020 sera une année où on va devoir commencer à se préparer d'une manière ou d'une autre, j'ai bien dit devoir, pas vouloir, à une forme de réforme de l'État. Qui veut répondre là-dessus? Céline Frémaux, vous avez fait une sortie, c'était sur BX1+ aujourd'hui à ce sujet d'ailleurs. Oui, moi j'ai pas de tabou par rapport aux réformes de l'État. La seule chose, c'est qu'en 2014, on a démarré la mise opérationnelle de la 6e réforme de l'État et qu'on ne peut pas dire que tout soit nécessairement achevé. Maintenant, est-ce que pour autant, il faut systématiquement reculer quand on entend réforme de l'État? Non, une réforme de l'État, elle peut être noble à partir du moment où elle est efficace et elle permet de la lisibilité. Est-ce qu'on s'y prépare? Est-ce qu'on s'y prépare côté francophone, d'une manière ou d'une autre? Dans l'ensemble des partis politiques, en tout cas chez moi au CDH, je me suis chargé d'un groupe sur les réformes institutionnelles et on va commencer à travailler. Mais il ne faut pas se tromper parce que dans les réformes de l'État, aujourd'hui on pense toujours que c'est vers plus de régionalisation. Le VOCA a fait une sortie encore aujourd'hui sur plus de régionalisation en matière d'emploi et de santé. Ça peut être aussi un travail sans tabou sur la nécessité de refédéraliser certaines compétences. Alors je voudrais, avant de vous donner la parole à tous, enfin aux 5 autres sur ce sujet, qu'on écoute un autre bout de l'interview de notre confrère flamand, parce qu'en Flandre, la réforme de l'État, c'est loin d'être un tabou. Regardez. La plupart des partis flamands sont favorables à une réforme intra-bruxelloise, entre autres une fusion des communes ou un changement des compétences ou un changement de la hiérarchie entre la région et les communes. Ça c'est sûr et certain, oui. Et puis il y a le Vlaams Belang et la NVA qui veulent vraiment une grande réforme d'État, dont certains observateurs disent que ce sera pour 2000, ou espèrent voir ça en 2024. Alors, Alexia Bertrand, vous avez dit que, vous avez opiné du bonnet en disant on se prépare au MR, il y a un groupe de travail autour de qui, mais quoi concrètement? Alors d'abord préciser, en 2014, on a conclu un accord de gouvernement où on mettait l'institutionnel de côté, on n'a pas fait de communautaire pendant 5 ans et ça nous a permis de faire des réformes socio-économiques. On aimerait continuer sur cette lancée parce qu'on pense qu'on en a besoin. Mais donc quoi, on se prépare ou pas? Mais alors, effectivement, c'est un débat qui doit se mener de manière sereine et qui doit se mener en dehors de l'action du gouvernement. Il faut effectivement réfléchir à une réforme de l'État. Je parlerais plutôt que de réforme de l'État, de modernisation de l'État. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut être plus efficace. Et là, je rejoins ma voisine Céline Frémaux. Ça ne va pas nécessairement dans le sens de plus de régionalisation. Il faut regarder ce qui fait le plus de sens et ce qui rend l'État, la machine de l'État, l'appareil le plus efficace possible pour les citoyens. Christophe Magdalens, est-ce qu'il y a un sujet qui pourrait être réformé dans le fonctionnement de l'État? Une idée concrète qu'on a déjà envisagée chez les filles? Du côté des partis néerlandophones, on évoque, on a entendu souvent la fusion des zones de police, éventuellement des communes intra-bruxellois. Nous, on a, depuis le début, même la campagne électorale, on a mis sur la table la Nova Carta en disant il faut réfléchir à une réforme de l'État. On ne va pas vous dire ici ce qu'il faut régionaliser ou fédéraliser ou refédéraliser. Nous, on a déposé une méthode. Et je constate que tout le monde aujourd'hui est assez d'accord sur le fait de dire on va vers une réforme de l'État. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, après la 6e réforme de l'État, on est dans une situation inextricable. Il y a des compétences qui sont devenues ingérables, comme la santé, comme la mobilité. Et donc nous, on a déposé une méthode et on attend aujourd'hui des partis responsables qui puissent s'engager sur une méthode pour construire un État plus simple et plus efficace. Ahmed Laouaj, la santé, c'est quelque chose qui pourrait être négocié ou c'est tout de suite touché à la Sécu? Pour le bon exemple, je crois qu'on ne doit pas être naïf. En face de nous, il y a l'ANVA, le Vlaams Belang, pour qui la réforme de l'État, c'est à brève ou moyenne échéance la fin de l'État. La fin de l'État belge. Ne soyons pas naïfs. Et ils exercent une pression sur les autres partis néerlandophones, sur certains d'entre eux, qui relayent peu ou prou ces velléités d'une régionalisation accrue qui amorcerait la fin de l'État. Tout ce qui est la fin de l'État, vous dites au Parti socialiste, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut réformer sans... Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Et ça veut dire que si on s'engage dans une discussion sur une réforme de l'État avec peut-être des bonnes idées à la base, on risque fort à un moment donné d'aboutir dans l'agenda politique de ceux qui veulent moins d'État belge. Donc je crois qu'il faut vraiment rester prudent. Pour le reste, le VOCA s'exprime très clairement. Et le VOCA, rappelez-vous ce qu'un jour Bart De Wever a dit, le VOCA c'est mon patron. Le VOCA, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils défendent un certain nombre
d'intérêts économiques qui aboutissent à moins de prélèvements Mais donc, par exemple, une moins réforme du marché de l'emploi pour le PS, c'est moins de discutable justice ou c'est sociale la fin de et la donc Belgique? moins de santé aussi et moins de financement et moins de moyens pour les gens malades, par exemple, très concrètement. Donc pour eux, la solidarité, c'est un coût. C'est une charge d'exploitation, c'est un élément dans la comptabilité générale de leurs entreprises. Donc ça, évidemment, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Je crois qu'on doit pouvoir s'accorder comme francophones, et je crois qu'on doit pouvoir se parler entre francophones, sur les éléments fondamentaux, et en particulier tout ce qui fonde la solidarité interpersonnelle. Et je trouve que dans la 6e réforme de l'État, il y a déjà un certain nombre d'avancées, des avancées négatives, soit dit en passant, qui ont été faites sur le terrain de la solidarité interpersonnelle. On ne va pas faire ce cadeau en plus à ceux qui, derrière l'idéologie de la régionalisation, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, cherchent en réalité à augmenter leur part de bénéfices. On entend votre prudence. Je vais vers Gilles Van den Burg pour Écolo, et puis ce sera David Pestiot. Mais est-ce que si le prix à payer pour avoir un gouvernement de plein exercice, c'est d'avoir un agenda de négociation pour une réforme de l'État, est-ce qu'Écolo, avec Groen, ira, ou bien est-ce que vous direz non, parce que c'est pas ça la priorité? Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir, comme je le disais, un projet positif pour ce pays, mais vraiment de donc une réforme de l'État positive. Est-ce qu'une réforme pourrait être positive? Donc nous, on n'est pas fermé à ça. Mais par contre, ça ne doit pas être un prix à payer. Ça ne doit pas être fait comme je dirais, on l'a toujours fait dans ce pays. Si on doit aller vers une réorganisation de l'État, une modernisation, donner un nouveau souffle à certaines des institutions, à certaines répartitions de compétences, on peut, par exemple, quand on voit qu'on a 4 ministres à la COP à Madrid, est-ce que c'est le plus efficace par rapport au climat, la mobilité? Est-ce que tout ça peut être réfléchi, et je pense doit être réfléchi dans une volonté avec un intérêt général, mais aussi avec un objectif qui est celui de rendre un projet positif à ce pays. Et là, je rejoins ce qui vient d'être dit par le collègue Lawesh, c'est effectivement, certains partis, on sait bien que leur objectif, c'est juste casser la solidarité et casser le pays. Ça, c'est la NVA et le Belang. Et on l'entend toutes les semaines au Parlement. Ils votent ensemble, ils ont voté il y a 10 jours au Parlement fédéral, enfin juste avant la période de vacances de fin d'année, ils ont voté un texte Vlaams-Belang qui scinde la sécurité sociale. Ça a été soutenu par la NVA. On en est là aujourd'hui dans le comportement de ces partis. Et donc moi, oui, nous souhaitons un projet positif pour ce pays à partir du moment où on peut s'entendre. Et donc j'aimerais aussi dire, parce que c'est important, qu'il y a des partis flamands et qu'il y a une Flandre qui souhaite un projet positif pour ce pays. Nous, on travaille tous les jours avec Groen, mais il n'y a pas que Groen, heureusement. Alors aujourd'hui, effectivement, Groen a gagné les élections en Méditerranée, mais pas assez. Hein. Honnêtement, j'aurais aimé qu'il fasse encore plus. Mais donc il y a une Flandre qui souhaite, et je pense qu'il y a des partis autour de la table, y compris en Flandre aujourd'hui, qui sont raisonnables et qui veulent un projet positif pour ce pays. Et une fois qu'on peut avoir cet objectif de moyen terme positif, eh bien, allons-y et on peut moderniser et réformer. J'ai envie de dire, où sont les propositions de Groen et d'Écolo? Où sont les propositions du SPA et du PS ensemble, et du MR et du VLD? Ces familles politiques qui se voient, qui se rencontrent, entre elles ne parviennent pas. Oui, mais où sont vos propositions pour un État qui fonctionne, efficace et efficient? Si vous voulez un plan de lutte contre la fraude fiscale, j'ai toute une série de propositions. Faisons rentrer les recettes. Un parti unique, il y en a encore un en Belgique, s'il vous plaît. On n'entend plus que moi, je donne la parole à M. Pestiot. Juste. Je pense justement qu'on doit quitter... Est-ce que vous soutiendrez une forme de réforme de l'État ou bien c'est hors de question, ça ne répond pas à la colère? Mais certainement pas dans la logique des réformes de l'État qu'on a connues depuis les 6 réformes de l'État qui ont été un détricotage finalement de la Belgique. Et je crois qui a fait qu'on a un machin hyper compliqué, incompréhensible par les gens. Donc c'est pas du côté du PTB qu'il faudrait aller chercher des soutiens, une réforme d'État qui demande une majorité au-delà de la majorité parlementaire. De toute façon, ce que veut faire la NVA et le Vlaams-Belang encore plus évidemment, c'est d'aller vers un modèle séparatiste. Et il faut le dire parce qu'aujourd'hui en Flandre, il y a encore un sondage récent qui l'a montré aujourd'hui, 16% des Flamands sont pour la scission du pays. Il faut dénoncer et il faut amener un mouvement qui est aussi en Flandre et en Wallonie autour de choses qui sont concrètes et qui amènent. Je vous ai donné la parole, mais je voulais apprendre et qui amènent des gens aussi à renouer avec la démocratie, le référendum et aussi la fin des privilèges pour certains politiques. Et puis défendons aussi Bruxelles. Il faut envoyer des messages clairs à la NVA, le Vlaams-Belang et toute une série d'autres qui sont dans la négation de Bruxelles, que Bruxelles n'est pas à vendre et qu'on défendra Bruxelles et ses intérêts. L'intérêt de ses habitants, ses intérêts fondamentaux aussi, parce que derrière toutes ces attaques régulières, donc chaque fois qu'il y a une échauffourée, et alors on oublie évidemment les jets de grenades à Anversa, mais chaque fois qu'il y a une échauffourée à Bruxelles, il faut fusionner les zones de police, ça ne fonctionne pas. Chaque fois qu'il y a dans leur chef une espèce de proposition qui viserait prétendument à moderniser la région bruxelloise, c'est parce qu'il y a la velléité d'une tutelle sur Bruxelles. Et donc justement, on doit être les défenseurs de Bruxelles. Parler de Bruxelles et de l'année politique à Bruxelles. Jingle.
Il nous reste 6 minutes. Qui a une idée d'une proposition, d'une mesure qui peut être mise en place de manière très concrète et qui améliorerait la vie des Bruxellois et qui ne demande pas un soutien d'une majorité fédérale, puisque là, elles se font au coup par coup. Céline Frémaux et puis Alexia Bertrand, peut-être. Voilà. On a déposé cette semaine au greffe du Parlement un texte qui vise à améliorer tout le processus de concertation et de participation entre les habitants qui sont concernés par des projets importants sur le plan d'aménagement du territoire, leur logement de demain, pour faire en sorte que des comités de participation soient mis en amont de ces projets déposés par le gouvernement. La concertation dans ces projets qui puisse se traduire par le fait de pouvoir débattre du quartier dans lequel on va vivre demain. On voit aujourd'hui qu'il y a toute une série de blocages sur des projets qui doivent aboutir aujourd'hui à Bruxelles, demain, pour plus de logements, pour une mobilité qui soit différente, pour plus d'espaces verts. On voit aussi que certains nombre de projets ne sont pas compris, ou en tout cas les personnes qui vivent dans les quartiers ne se sentent absolument pas concernées directement par ce qui est sur la table. Oui. Et donc le travail qui est fait, c'est une modification du code d'aménagement du territoire, parce qu'on a la conviction au CDH que si on veut mettre en place des projets, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait aussi de relier le citoyen aux projets portés par le gouvernement. La participation citoyenne. Alexia Bertrand, en plus on me dit que vous êtes en retard dans l'oreillette sur le temps de parole par rapport à vos Ce que je pense, c'est que c'est pas tant au gouvernement fédéral en affaires courantes à prendre des mesures pour les Bruxellois, mais c'est au premier chef, au gouvernement bruxellois, à prendre des mesures qui concernent les Bruxelloises et des Bruxellois. On a un gouvernement bruxellois depuis le mois de juin, et jusqu'à présent, on n'a pas encore vu beaucoup de textes législatifs sortir, il n'y a pas eu beaucoup d'ordonnances, parce qu'on n'a pas de budget d'abord, et que du coup, on a très peu de budget, il y aura un ajustement en mars, et donc c'est pas possible d'avoir des politiques nouvelles. Et pourtant, je peux vous dire qu'en matière de mobilité, où on a des embouteillages qui coûtent 511 millions par an aux Bruxellois, en matière d'environnement, où il faut absolument un plan d'isolation du bâti, puisque 60 à 70% des émissions CO2 proviennent du chauffage de bâtiments, en matière d'emploi et formation, où la moitié des chômeurs sont des chômeurs de longue durée à Bruxelles, c'est-à-dire attendent un emploi depuis plus de 2 ans. Vous attendez un budget, l'opposition, parce qu'on rappelle que vous êtes dans l'opposition en région bruxelloise, vous demandez un budget. Alors non seulement ça, mais on aimerait surtout avoir une vision, avoir un projet, on a besoin de mesures en matière de formation. Donc sur tous ces sujets-là, en matière de mobilité, quand est-ce qu'on va aller vers une augmentation de la vitesse commerciale et de la fréquence? Quand est-ce qu'on aura enfin une automatisation des lignes, une automatisation des rails, pour autant qu'on aille vers cela? Donc on a toute une série de sujets sur lesquels en fait Bruxelles attend. Alors, Christophe Magdalens pour la majorité, puis après on entendra les autres partis, on va continuer le tour de table. Juste une mesure, une politique publique qui nous tient à cœur. Ça fait 5 ans qu'on y travaille et on va encore y travailler 5 ans, c'est la formation. Il faut que tous les Bruxellois... Et ça, on n'a pas besoin du fédéral? On n'a pas besoin du fédéral pour que tous les Bruxellois, surtout les jeunes, soient formés, qualifiés et puissent arriver sur le marché de l'emploi avec les armes nécessaires pour trouver un job, s'épanouir et devenir les Bruxellois responsables de demain. Gilles Van den Burg, une mesure bruxelloise? Mais une loi climat, et moi je me réjouis qu'elle va être portée au niveau bruxellois. Ce sera une ordonnance climat. Oui, bien sûr, une ordonnance climat, mais donc ce qui n'a pas pu être possible au fédéral la législature dernière. Et il y aura quoi dedans? Regrette évidemment. Ça va être possible, donc c'est là qu'on voit qu'effectivement Bruxelles, pour l'occasion, est ambitieux, a des vraies ambitions, plus fortes que l'Europe d'ailleurs, moins 55% d'ici 2030, et on va l'ancrer dans un texte législatif à Bruxelles, et je pense que c'est une mesure très forte et qui va avoir d'énormes impacts dans l'ensemble des politiques menées à Bruxelles. Ahmed Laouaj, désolé, Alexia Bertrand, mais il y a 3 partis de la majorité qui vous répondent, vous êtes moins nombreux dans l'opposition. Oui, il y aura quelqu'un de l'opposition juste après avec le PTB. Ouais. La mise en œuvre de l'accord de gouvernement sur un point en particulier qui me tient beaucoup à cœur, c'est la gratuité de la STIB pour les moins de 25 ans, les plus de 65 ans. Les choses se feront rapidement et je pense que c'est une bonne mesure. Et il est un peu dommage d'ailleurs qu'il y ait eu un retard pris en raison des coupes budgétaires au niveau de la SNCB dans le dossier de RER, parce que ça aurait été une bonne solution pour désengorger Bruxelles. Avant de compter les points, David Pestel. C'est pas tant les coupes budgétaires que le retard dans les permis d'urbanisme au niveau de toute une série de communes qui ont posé beaucoup de problèmes. Je peux faire la démonstration que les coupes budgétaires, ils sont pour beaucoup, Madame Bertrand. On vous invitera tous les deux parce que je pense que le débat serait intéressant sur le RER. Et mon petit doigt me dit qu'on en parlera encore, notamment sur BX. David Pestiot, une mesure pour Bruxelles qui peut être mise en place avec les moyens d'un gouvernement de plein exercice ici. Grosse crise à Bruxelles, c'est la crise du logement et on ne comprend toujours pas pourquoi le gouvernement n'a pas repris l'idée d'une grille contraignante des loyers et que trop souvent c'est les promoteurs immobiliers privés qui imposent les grands projets et qui font que les prix s'envolent aujourd'hui. Et donc une grille contraignante pourrait permettre de baisser les prix des loyers. Je pense que c'est une question très très importante pour les Bruxellois aujourd'hui. Tout cela augure de beaux débats au Parlement bruxellois. Avant de terminer ce débat, je vais vous demander
à toutes et à tous une bonne résolution politique pour l'année 2020. Ben oui, on a tous envie d'être plus sportif, d'être plus sympathique, de s'énerver moins, de faire plus de sport, de manger sain. Mais sur le plan politique, là, aujourd'hui, c'est vous qui êtes sur le grill. Alors, on va prendre l'ordre inverse. Et donc, vous pouvez commencer, Céline Frémaux. Et puis ensuite, ce sera Ahmed Laouedj. On continuera le tour dans le sens inverse du début. Gardez mon optimisme et mon calme entamé depuis. C'est difficile. Non, pas du tout, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai commencé à marcher en 2019. J'ai fait une partie des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, je continuerai à entretenir ma zénitude en 2020. Ahmed Laouedj, votre résolution politique pour l'année? Œuvrer, mais avec tous les démocrates pour restaurer les valeurs démocratiques. J'avais commencé par cela, je souhaite conclure par ça. C'est une vraie inquiétude du fait de ce que j'ai vu ces 5 dernières années au Parlement fédéral. Il y a vraiment eu des reculs sur le terrain des valeurs démocratiques avec toute une série de projets de loi qui sont devenus des réalités et qui ont restreint les droits fondamentaux de nos concitoyens. David Pestiot. Moi, j'espère qu'on réunira beaucoup de gens pour avoir une tolérance zéro par rapport au racisme, qui détruit les vies de beaucoup de jeunes ici à Bruxelles, notamment sur le marché du travail, où il y a trop souvent de la discrimination à l'embauche. Vous allez encore organiser des manifestations avec le PTB comme vous l'avez dit. En tout cas, c'est très bon pour le sport aussi. On réfléchit beaucoup mieux en marchant qu'assis dans un divan. Avec BX. Christophe Magdalens, votre résolution pour cette année? Rester sur le terrain, parce que je sors de 3 campagnes, 2 électorales et une campagne interne défi, et ça va être un bonheur et un plaisir de retourner sur le terrain, mais sans ce cadre électoral. Rencontrer, écouter, sortir de ce Parlement. Je suis un parlementaire heureux au PRB, mais l'important, c'est de sortir, de rencontrer, d'écouter et les Bruxellois, et les partenaires sociaux, et les associations. Alexia Bertrand, qu'est-ce que vous mettez comme résolution pour cette année? Demeurer une opposition constructive et propositive. J'ai vu qu'il y avait moyen d'avoir des débats sereins au Parlement bruxellois sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, par exemple sur le budget. Et ça nous a fait vraiment plaisir de voir qu'il y avait moyen de débattre dans le respect des partenaires, dans le respect des collègues et dans le respect de la démocratie. Et là, je rejoindrai Ahmed Laouedj. Je pense que c'est ça, c'est le respect des autres partis qui va réinstaurer une confiance chez les citoyens, une confiance dans la démocratie. Et donc, je vous rejoindrai dans ce combat-là. Gilles Van den Burg, ce sera le mot de la fin. Mais je pense aussi qu'une bonne résolution politique pour cette année serait effectivement d'avoir un débat politique à la fois plus serein, plus bienveillant, et sur le fond on peut avoir des différences de valeurs, mais je pense que c'est important, surtout quand on sait, et on le vit tous les jours au Parlement fédéral, on voit la différence de débat de tonalité avec des partis de haine comme le Belang, parce que franchement c'est insupportable d'avoir des débats avec eux en commission parlementaire, et effectivement rejoint de plus en plus par la NVA. Et donc je pense vraiment que entre partis démocrates, avec nos différences, il est important d'avoir un ton par rapport à la population qui est différent, et que je pense qu'il faut faire évoluer vers plus de fonds, des projets, et c'est ça que nos concitoyens attendent. Allez, merci à tous les 6. Nous, avec toute l'équipe de BX1 et de Versus, évidemment, notre résolution, c'est de continuer à débattre dans le respect, à soulever des questions comme ça a été fait ce soir, et à vous aider à vous faire votre propre avis. À la semaine prochaine. Merci.